Salut à tous. Je voulais vous faire une petite vidéo sur le fait que les atypiques et les surdoués, les hauts potentiels font d'excellents boucs émissaires. Et vous êtes nombreux à me rapporter des témoignages dans vos vies à plusieurs reprises où ça vous est arrivé d'être la cible du groupe de manière que vous avez perçue comme totalement arbitraire d'ailleurs. Parce que l'idée quand même qui sous-tend le bouc émissaire, c'est qu'il est toujours innocent. Et je voulais vous expliquer un petit peu les mécanismes qu'il y a derrière et je voulais qu'on réfléchisse ensemble s'il n'y a pas une autre explication ou en tout cas aller plus loin que juste la théorie du bouc émissaire. Alors déjà, le bouc émissaire, c'est donc dans la Grèce antique ou dans les rites hébreux, dans les traditions primitives, un animal ou un individu qui est sacrifié pour que la colère du groupe finalement s'abat sur lui et il est sacrifié pour que la paix revienne. C'est un sacrifice à la base sacré aux divinités pour que la paix revienne dans le groupe parce que on l'a désigné comme étant justement la cause des maux ou de la colère des dieux et il faut l'anéantir pour que le calme revienne. Alors pourquoi est-ce que les hauts potentiels font de très bons boucs émissaires? C'est parce que déjà, la base du bouc émissaire, c'est qu'il faut qu'il soit à la fois un petit peu proche du groupe et à la fois un petit peu éloigné et n'en faisant pas complètement partie. Et finalement, un atypique ou un haut potentiel qui n'a pas fait le tour des tenants et des aboutissants de ses particularités et qui essaie de s'adapter à la différence qu'il perçoit chez lui, il a beau faire beaucoup d'efforts, le groupe perçoit qu'il est différent. Donc il y a vraiment cette mise à distance qui est déjà effectuée et le groupe sait très bien qu'il est différent, cet individu-là. Donc souvent, il y a deux phases et il y a deux temps. C'est que en entreprise, mais ça peut marcher aussi dans le cercle amical, il va y avoir une phase où ce nouvel individu qui est différent comme ça, il attire un peu, il y a une espèce de fascination-répulsion, on se demande qu'est-ce qu'il y a là-dessous, on essaie d'en faire le tour, et puis il y a souvent quand même une sorte de charisme qui émane de cet individu parce qu'on n'en comprend pas tous les tenants et les aboutissants. Donc il y a quand même parfois un petit effet pump it up du début où cet individu qui est différent va être un peu porté au nu ou en tout cas va être choisi par le groupe comme étant un potentiel leader. En tout cas, on va essayer de le mettre en avant. Et bien souvent, il arrive que ça peut être très court entre les deux phases, mais il se passe un petit moment. Et une fois qu'il y a cette place de leader, elle a été prise, il y a comme un revirement de situation brutal, une parole mal prononcée, une vexation, un sentiment ou un reproche qu'on lui fait d'être hyper hautain et hyper sûr de lui. Et là, l'ambiance, elle va se transformer et ça va devenir la cible de toutes les critiques du groupe, des problématiques qui sont pas forcément d'ailleurs toujours directement reliées à lui, mais par contre s'il a pris la place de leader, on va lui souligner que s'il y a un truc qui va pas, c'est de sa faute. Et après il y a une sorte de mécanique qui se produit où le groupe décide finalement de se focaliser sur cet individu et de le mettre à plat et à bas et de l'éjecter du groupe. Et c'est assez récurrent et plusieurs fois dans vos vies, vous avez eu ce sentiment-là. Alors déjà, il y a le truc, c'est que normalement, dans le rite ancien, dans la théorie, le bouc émissaire, il est innocent. C'est le principe. Et vous vivez souvent ça comme étant injuste.
Après, le truc, c'est qu'il y a une part de responsabilité à définir parce que, en fait, tous les ajustements à la suradaptation que vous avez pu mener quand vous avez essayé justement de vous adapter à un public qui n'est pas tout à fait comme vous, quand vous avez essayé de prendre des postures ou des masques, ou alors quand vous avez asséné de manière parfois brutale, souvent en entreprise, les failles que vous aviez vues ou quoi que ce soit, il y a une espèce de cristallisation qui se produit, et ça, c'est une aspérité qui finalement ne vous rend pas si innocent que ça aux yeux du groupe, et c'est sur ça qu'ils vont focaliser. Mais après, c'est là où je parle du partage de responsabilité, c'est que vous l'avez fait finalement en inconscience de ce que vous étiez, et c'est ça qui vous rend innocent, mais c'est aussi ça qui génère ce sentiment hyper fort chez vous d'injustice qui vous frappe quand en général il y a cette mécanique-là qui se produit. Et ce qui est intéressant dans le bouc émissaire chez le haut potentiel, c'est que ça se produit, si on revient à la base de la théorie du bouc émissaire, donc il y a deux racines. C'est René Girard qui a popularisé le concept de bouc émissaire avec à la base, il a théorisé le fait qu'il y avait un désir mimétique des uns par rapport aux autres et que c'est ce désir mimétique qui est porté au nu qui finit par générer de la violence. Et là, on en vient au recours au bouc émissaire pour essayer de purger cette violence, de la libérer. Mais c'est intéressant parce que finalement, quand les atypiques et les hauts potentiels sont la cible de ça, il faut bien qu'ils comprennent que l'intelligence collective qu'il y a derrière le groupe se rend compte, même si elle n'en a pas conscience, René Girard aurait dit instinctuellement, donc vraiment c'est par les tripes que ça se véhicule, qu'il y a quelque chose de profondément précieux, comme de la convoitise de cet être vraiment si particulier, qui est complètement en décalage, qui n'a pas les codes, mais qui est souvent impressionnant par la brillance. Et c'est là où finalement on décortique un peu cette fascination-répulsion. Et ce désir mimétique, il est à la base justement ce qui génère la mécanique qui va finir par entraîner tout le processus vers le bouc émissaire jusqu'à la fin. Donc déjà, c'est ça qu'il faudrait que vous regardiez, c'est que en fait, quand vous êtes entre guillemets victime de ce processus-là de bouc émissaire, c'est d'abord et avant tout parce que, au fond d'eux et de manière inconsciente, le groupe vous reconnaît ce lustre et cette brillance dans vos gestes du quotidien que vous trouvez hyper adaptés, voire suradaptés. Eux, ils ont bien vu que c'était pas le cas. Et il y a quand même cette envie de ressembler, de coller ou d'absorber l'autre parce que c'est quelque chose qu'on convoite. Donc c'est ça la source déjà de cette mécanique-là. Et que déjà, si vous êtes conscient de ça, vous pourrez avoir en amont des techniques et des outils qui font que vous allez désamorcer ça. Parce que en fait, c'est souvent par ignorance de vos particularités que vous n'avez pas pu polir votre pierre, vous n'avez pas pu rogner vos angles, vous êtes brut de décoffrage. Et c'est très bien d'être brut de décoffrage, mais quand on le fait en conscience, quand on sait très bien qu'on a pesé le pour et le contre et qu'on sait que ce qu'on va dire va être pris tel que ça va être pris et que ça va pas plaire à tout le monde, mais que, encore une fois, et je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur en parler ou pas, est-ce que à ce moment-là, quand vous le faites, vous êtes en train de mettre votre ego en avant? Parce que si c'est le cas, et il y a déjà ce désir mimétique qui flotte dans le groupe vis-à-vis de vous, si en plus vous appuyez ça hyper fort de manière égotique parce que vous avez été blessé, et c'est parfois légitime, mais sachant qu'il faut le faire en conscience. Donc si vous appuyez ce mouvement et que vous essayez de faire valoir votre point de vue dans le groupe alors qu'il est déjà en train de vous zioter comme si c'était vraiment Gollum dans le précieux, tu vois, c'est vraiment je voudrais tellement pouvoir être comme ça, je voudrais avoir cette différence, c'est fascinant. Et en même temps, vu que ça génère de l'envie et du désir mimétique, si vous y allez encore plus fort avec l'ego, ben, ça va former cette boule qui va finir par achever le processus de finir par vous exclure du groupe. Ça, c'est pour la partie relative à la théorie de René Girard, mais moi, je voulais revenir d'abord à la racine grecque, parce que en fait, finalement,
On a toujours tort de s'en battre les noix de l'étymologie parce que c'est souvent très très inspirant et de regarder les choses sous cet angle-là, ça change pas mal de trucs. Donc en grec, le bouc émissaire c'est pharmakos et la racine c'était pharmakon. Donc je vous mettrai dans la description comment ça s'écrit. Et en fait, pharmakos c'était donc la victime de ce fameux rite expiatoire. Mais pharmakon, c'était aussi autre chose. C'était à la fois une drogue, donc un poison, et c'était en même temps, c'était vraiment une coexistence absolue des deux acceptions du terme en grec. C'était donc le poison, la drogue, et c'était à la fois le remède. Et c'est pour ça que ça a fait dériver le mot pharmacie en français. Et donc, on sait très bien que par rapport aux médicaments, c'est la dose qui fait le poison. Donc, les Grecs avaient déjà conscience de ça quand ils ont construit ce mot-là. Et je trouve ça intéressant, justement, que cette racine de pharmakos, pharmakon, soit reliée au bouc émissaire, parce que je pense qu'il serait peut-être souhaitable pour tous les atypiques et les hauts potentiels qui se battent dans ce monde avec des mécaniques de destruction au sein des groupes, des sentiments de mal-être, des sentiments de... qu'on ramène un peu de sens à tout ça via l'étymologie justement. Parce que je trouve ça étrange que finalement cette drogue et ce poison est dévié vers ça devient la victime du rite expiatoire, parce que je pense que c'est le signe en tout cas que vous pouvez être tout autant le poison des organisations que le remède qu'il leur faut pour vraiment réussir à progresser en fait. C'est une question de dosage et c'est une question de conscience de ce que vous êtes. Si vous êtes pleinement conscient de ce que vous êtes, si vous savez vos failles, si vous savez vos travers, si vous savez vos travers qui sont alimentés par la profonde divergence que vous avez intrinsèquement codée en vous, en dur, dans l'ADN, mais que vous êtes aussi consciente de vos qualités, que vous savez les tenants et les aboutissants de ce que ça représente d'être au potentiel dans ce monde qui n'est pas construit pour vous. Le monde n'est clairement pas construit pour vous et c'est pour ça que vous y êtes si mal. Je suis désolée, après les mouches, nous avons les moustiques, donc c'est pour ça que je fais des gestes devant la caméra, mais ça va passer. Le monde n'est pas construit pour vous, mais du coup j'ai perdu le fil. Le monde n'est pas construit pour vous, mais c'est justement peut-être intéressant de regarder que si vous en faites le tour de ce que vous êtes en conscience avec vos qualités, vos défauts, toutes les mécaniques comportementales que le fait de vous mettre, vous, atypique, surdoué, au potentiel neurodivergent, vous vous posez dans un groupe, là déjà, vous commencez à agiter le bocal et vous commencez à générer en tout cas de l'inconfort, du bordel, des sentiments de malaise du groupe. Mais revenez à l'étymologie grecque, vous êtes à la fois le poison et le remède. Et si c'est mal dosé, le fait d'être le poison de ces organisations pour elles, de leur point de vue et de leur prisme à elles, ça va faire dériver justement ce pharmakon vers le bouc émissaire et vous allez tomber encore une fois. Alors que savoir vraiment sur le bout des doigts, comme quand on joue justement une partition en virtuose, vous savez qui vous êtes, vous savez comment ça fonctionne, vous savez pourquoi vous faites les choses, vous les faites en conscience et ça veut encore pas dire qu'on est là pour être des anges et pour être des maîtres ascensionnés qui ne proféreront jamais aucun mal, ni aucun gros mot, ni aucun rien du tout. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire arriver à se regarder en face avec ses défauts, ses qualités, et se présenter comme tel, parce que ça sert à rien de vous camoufler. Ils vous sentent à des kilomètres. Donc de toute façon, malgré tous les efforts que vous allez faire, vous serez toujours découvert. Donc ça sert à rien de vous camoufler. Vous allez y aller avec votre barda de HP, d'atypique. Vous allez aller dans le groupe et là, vous allez essayer de démonter la mécanique. Vous allez essayer avec des mots, parce que ça sert à rien d'essayer d'induire les choses, parce que vous avez des travers, vous comprenez pas souvent les implicites, et ça je ferai une prochaine vidéo sur le sujet des implicites et des induits qui foutent le bordel dans la tête des hauts potentiels, mais vous n'essayez pas d'induire des choses chez les gens.
les gens, ils ne comprendront que si vous le dites avec des mots. Et pas des mots qui écrasent, pas des mots qui les foutent à terre, pas des mots qui s'essuient les pieds comme un paillasson sur eux, mais des mots simples, de vos ressentis, vos coups de gueule parfois, mais c'est pas la peine d'essayer de s'énerver parce que ce sera pire. Et se présenter vraiment dans toute la crudité de sa différence, ben, peut-être que c'est ça qui va faire de vous le pharmacone remède au lieu d'être le pharmacone poison et qui va vous éviter de finir cuit sur une broche en tant que bouc émissaire pour amener la paix dans la tribu. Donc c'était sur ça que je voulais vous livrer un petit peu cette réflexion. Et puis, dites-moi en commentaire si vous avez déjà expérimenté ce genre de choses, je deviens le bouc émissaire brutalement d'un groupe qui m'avait de toute façon jamais trop accepté. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Vous prenez soin de vous. Comme d'habitude, vous arrêtez de vous maltraiter. Et à bientôt. Salut!